Bon retour parmi nous, la famille. Il y a un moment, souvent au cœur de la nuit, ou face au miroir, un matin d'hiver, où une question silencieuse nous frappe avec une violence inouïe. C'est pas une question sur ce que nous avons fait, mais sur ce que nous devenons. On regarde ses mains, on sent une douleur nouvelle dans le dos, on remarque que le monde court plus vite que nous. Et là, une angoisse monte. Est-ce que c'est ça la fin? Est-ce que vieillir, c'est simplement perdre? Perdre sa force, perdre ses amis, perdre sa place? La société nous hurle que oui. Elle nous dit que la vieillesse est un naufrage qu'il faut cacher, maquiller ou combattre. Mais si on vous mentait? Si le grand âge n'était pas une chute, mais une ascension vers une autre forme de sommet, pour y accéder, il faut du courage. Le courage de regarder la réalité en face. Il faut accepter certaines vérités brutales, non pas pour souffrir, mais pour se libérer. Aujourd'hui, nous allons traverser ensemble 6 portes, 6 vérités qui, une fois acceptées, transforment la peur en sérénité. Commençons par la première vérité, celle qui touche à notre chair, à notre identité la plus profonde. C'est le deuil de la performance. Nous avons passé les 40 ou 50 premières années de notre vie à construire. Il fallait être fort, il fallait être rapide, il fallait être efficace. Notre corps était un outil, une machine de guerre conçue pour travailler, pour séduire, pour conquérir. On se définissait par ce qu'on était capable de faire. Je peux courir, je peux porter, je peux veiller tard, je peux encaisser le stress. Et soudain, la machine change. Elle ne répond plus avec la même docilité, c'est une violence pour l'ego. On se sent trahi par sa propre biologie. La première réaction, c'est souvent la colère ou le déni. On essaye de forcer, on se blesse, ou alors on s'effondre en se disant que l'on ne vaut plus rien. Mais écoutez bien ceci. Accepter que le corps ne soit plus une machine à performance n'est pas une défaite. C'est un changement de régime. C'est passer du mode conquête au mode contemplation. Votre corps a porté vos enfants, il a construit des maisons, il a serré des mains, il a traversé des épreuves. Il est fatigué, oui. Mais cette fatigue est noble. Elle est la preuve que vous avez vécu. Le secret du bonheur ici, c'est de cesser de voir votre corps comme un outil utilitaire pour le voir comme un temple, un abri. Un abri un peu fragile, certes avec des fissures, mais un abri qu'il faut habiter avec une infinie douceur. Au lieu de vous battre contre vos limites, apprenez à danser avec elles. Vous marchez moins vite, c'est peut-être l'occasion de regarder enfin le paysage que vous traversiez autrefois en courant sans jamais le voir. Vous ne pouvez plus porter de charge lourde, c'est le signe qu'il est temps de déposer les fardeaux, au sens propre comme au figuré, et de laisser les autres vous aider. Accepter cette fragilité, c'est s'autoriser enfin la tendresse envers soi-même. C'est se dire « je ne suis plus une force de la nature, je suis une part de la nature ». Et la nature, en automne, ne court pas. Elle rayonne d'une autre lumière, plus dorée, plus chaude. C'est cela, le deuil de la performance. C'est découvrir que votre valeur n'est pas dans ce que vous faites, mais dans la manière dont vous habitez votre présence. Cependant, ce changement intérieur s'accompagne souvent d'un changement extérieur tout aussi brutal. C'est notre deuxième vérité, et elle fait peur. C'est la purification du lien social. On va pas se mentir. En vieillissant, le téléphone sonne moins souvent. Les invitations se font plus rares. Et puis il y a les départs. Les amis qui s'en vont, parfois vers d'autres villes, parfois vers l'autre rive. Le cercle se resserre. C'est une vérité arithmétique cruelle. Au début, on vit cela comme un abandon. On se sent exclu, mis au placard. On se dit, ils m'ont oublié. On peut devenir amer, aigri, attendre près du téléphone, en maudissant l'ingratitude des autres. C'est un piège terrible. Si vous tombez là-dedans, vous finirez vos jours dans une prison de ressentiment. Il faut renverser cette perspective. Ce qui se passe, ce n'est pas une désertification subie, c'est une purification nécessaire. Regardez votre passé. Combien de ces relations étaient vraiment essentielles? Combien étaient des relations de convenance, des collègues qu'on tolérait, des amis avec qui on ne partageait que du bruit et de l'agitation? La vieillesse agit comme un tamis. Le sable s'en va, les cailloux tombent, et que reste-t-il? Les pépites d'or. Il ne reste que le vrai. La solitude, ce n'est pas l'isolement. L'isolement, c'est subir le vide. La solitude, c'est habiter le calme. Cette vérité nous invite à faire le tri, puisque le temps est compté. Pourquoi le perdre avec des gens qui ne nourrissent pas votre âme? C'est le moment de privilégier la profondeur sur la quantité. Une conversation de 10 minutes avec quelqu'un qui vous comprend vraiment, qui vous écoute avec le cœur, vaut mieux que 10 soirées bruyantes où personne ne s'entend. Accepter cette réduction du cercle social, c'est comprendre que vous n'avez plus besoin de plaire à tout le monde,
Vous n'avez plus besoin de jouer un rôle pour être accepté. Ceux qui restent, ceux qui sont là pour vous, pas pour votre fonction ou votre image. C'est une liberté extraordinaire, vous pouvez enfin être authentique. Et si vous êtes seul, alors faites de vous-même votre meilleur ami. Apprenez à aimer ce silence. Le silence n'est pas vide, il est plein de votre histoire, de vos pensées. C'est dans ce silence que l'on peut enfin s'entendre penser, que l'on peut enfin dialoguer avec soi-même sans le brouhaha du monde. La solitude devient alors un palais où l'on invite seulement ce qui est précieux. Cela nous amène doucement vers une troisième vérité, peut-être la plus psychologique de toutes, c'est celle qui concerne notre mémoire, notre passé. La réécriture de sa propre histoire. Quand on est jeune, on regarde devant. L'avenir est une page blanche, tout est possible. Quand on vieillit, on a tendance à regarder derrière, et là le danger est immense. Le danger, c'est le regret. Le danger, c'est de regarder sa vie comme une suite d'erreurs, d'échecs, d'occasions manquées. J'aurais dû faire ceci, pourquoi ai-je dit cela? Si seulement j'avais su. Ces pensées sont des poisons. Elles transforment votre passé en une prison dont vous ne pouvez pas vous échapper car on ne change pas les faits. Les faits sont têtus. Ce qui est fait est fait. Mais si on ne peut pas changer les faits, on peut changer le sens qu'on leur donne. C'est là que réside le pouvoir de l'esprit humain, ce que l'on appelle la résilience narrative. Accepter de vieillir heureux, c'est cesser de subir son passé pour commencer à le sculpter. Il ne s'agit pas de se mentir, non. Il s'agit de changer de lumière. Cet échec professionnel qui vous a fait si mal il y a 30 ans, regardez-le bien. N'est-ce pas lui qui vous a obligé à changer de voie, à rencontrer d'autres personnes, à développer d'autres talents? Cette rupture amoureuse qui vous a brisé le cœur, n'est-ce pas elle qui vous a appris l'indépendance, ou qui vous a conduit vers la personne qui partage votre vie aujourd'hui, ou simplement vers une meilleure connaissance de vous-même? Votre vie n'est pas une liste de doléances. C'est une épopée, c'est un roman dont vous êtes le héros. Et un héros, ça a des cicatrices, un héros, ça trébuche, un héros, ça se perd. C'est justement parce que il y a eu des ombres que la lumière est belle. Faire la paix avec son histoire, c'est prendre chaque souvenir douloureux et se demander qu'est-ce que cela m'a appris? Comment cela a-t-il contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui? Vous devez devenir un alchimiste. Vous devez transformer le plomb de vos regrets en l'or de votre expérience. C'est un travail actif. Racontez votre histoire à vos petits-enfants, à vos amis, ou écrivez-la pour vous-même. Mais ne la racontez pas comme une victime. Racontez-la comme un survivant, comme quelqu'un qui a traversé l'orage et qui est toujours là. Quand vous changez le regard sur votre passé, vous apaisez votre présent, vous réalisez que rien n'a été inutile. Tout a servi à construire votre sagesse actuelle. Et cette sagesse, c'est votre trésor le plus précieux. C'est ce que vous avez à transmettre. Nous avons traversé les premières étapes, le corps, les relations, la mémoire, mais il reste des vérités plus profondes, plus structurelles à affronter. Continuons notre chemin avec la quatrième vérité, une vérité qui touche à l'ego social, à cette étiquette que nous portons tous sur le front depuis l'école. C'est la perte du statut social. Toute notre vie, on nous a demandé « Tu fais quoi dans la vie ?» Pas qui es-tu, mais tu fais quoi? Comme si notre être se réduisait à notre fonction. Je suis médecin, je suis boulanger, je suis mère de famille, je suis directeur. Ces titres sont des armures, ils nous protègent, ils nous donnent une place claire dans la fourmilière. On se sent utile, reconnu, validé. Et puis arrive la retraite ou simplement le moment où l'on ne peut plus tenir ce rôle. Du jour au lendemain, l'armure tombe, on devient un ex-directeur, ex-enseignant. Pour beaucoup, c'est un vertige absolu. C'est une petite mort. On a l'impression de devenir transparent. On entre dans une pièce et on ne nous demande plus notre avis. On ne nous sollicite plus pour régler des problèmes. On se sent inutile. Et dans notre société, obsédée par l'utilité, se sentir inutile, c'est se sentir coupable d'exister. C'est là qu'il faut un sursaut de conscience radical. Faut oser se poser la vraie question, est-ce que je suis qu'une fonction? Est-ce que je suis un verbe ou est-ce que je suis un nom? Est-ce que je vaux quelque chose seulement quand je produis? Accepter la perte du statut n'est pas accepter de ne rien valoir, au contraire. C'est découvrir sa valeur intrinsèque. C'est réaliser que votre dignité ne dépend pas de votre carte de visite, ni de votre salaire, ni de votre capacité à résoudre des crises. Votre valeur, c'est votre humanité. C'est votre capacité à sourire, à écouter, à aimer, à transmettre. Vous n'êtes plus un faire, vous êtes un être. C'est un passage terrifiant mais libérateur. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous êtes sorti de la compétition, vous pouvez enfin déposer les armes.
Regardez autour de vous, les gens courent après la reconnaissance, ils s'épuisent pour des médailles en chocolat. Vous êtes arrivé. Vous êtes sur la rive. Cette vérité vous invite à redéfinir l'utilité. Être utile, c'est pas forcément générer du PIB. Être utile, c'est peut-être simplement être là, stable, rassurant. C'est être le gardien de la mémoire. C'est être celui qui a le temps d'écouter la peine d'un autre. C'est être celui qui montre par son calme que la vie vaut la peine d'être vécue malgré tout. C'est une utilité invisible, subtile, mais indispensable. La société a besoin de sages, pas seulement de producteurs. Acceptez ce nouveau rôle. Soyez le phare, pas le moteur. Le moteur fait du bruit et s'use. Le phare reste immobile, mais il guide les autres dans la nuit. Et c'est justement parce que nous ne sommes plus dans la course effrénée que nous pouvons aborder la 5e vérité. C'est celle qui change notre rapport au temps. C'est l'urgence de l'instant présent. Je sais, c'est une expression qu'on entend partout, un cliché du développement personnel, mais au grand âge, ce n'est plus un cliché. C'est une réalité physique, presque mathématique. Quand on a 20 ans, on a l'impression que le temps est une ressource infinie. On peut le gaspiller, on peut s'ennuyer, on peut dire on verra plus tard, on vit dans le futur. On projette. Quand on vieillit, l'horizon se rapproche. On sait, rationnellement, qu'il y a moins de jours, devant que derrière. La mort n'est plus une abstraction lointaine, c'est une réalité qui se précise. Cette prise de conscience peut créer de la panique. C'est l'angoisse du sablier qui se vide. Mais si on accepte cette vérité, si on arrête de fuir cette finitude, il se passe quelque chose de magique. La rareté crée la valeur. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée à la vie. Parce que les jours sont comptés, chaque jour devient inestimable. Le café du matin n'est plus juste un café avalé à la hâte, c'est une expérience. La chaleur de la tasse, l'odeur, la lumière qui traverse la fenêtre. La visite d'un ami n'est plus une formalité, c'est un événement sacré. On arrête de vivre dans le plus tard, parce que le plus tard est incertain, on s'installe dans le maintenant. C'est une intensité de vie que les jeunes connaissent rarement, car ils sont trop occupés à construire leur avenir. Les vieux sages sont ceux qui ont compris que l'éternité ne se trouve pas dans la durée, mais dans la profondeur de l'instant. Si vous mangez une pêche en pensant à vos soucis de demain, vous ne goûtez pas la pêche. Si vous la mangez en sachant que c'est peut-être la dernière, elle a un goût de paradis. C'est ça l'urgence de l'instant. C'est pas une urgence stressante, c'est une urgence gourmande. C'est la voracité de l'âme qui veut tout savourer avant la fermeture. N'ayez pas peur de compter vos jours. Comptez-les pour mieux les remplir de sens. Ne remettez pas à demain les mots d'amour. Ne gardez pas la belle vaisselle pour une occasion spéciale. L'occasion spéciale, c'est que vous êtes en vie aujourd'hui. C'est une invitation à une présence totale. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez-y à 100%. Quand vous regardez un coucher de soleil, ne le prenez pas en photo. Imprimez-le dans votre rétine. Cette vérité transforme la peur de la fin en amour de la vie. Elle nous apprend que la vie n'a pas besoin d'être longue pour être immense. Enfin, nous arrivons à la 6e, dernière vérité. C'est la clé de voûte de tout l'édifice. C'est celle qui demande le plus de travail, le bonheur comme discipline. On a grandi avec les contes de fées. Ils vécurent heureux, comme si le bonheur était un état permanent, une sorte de climat doux, qui s'installe une fois qu'on a résolu tous nos problèmes, on attend que le bonheur nous tombe dessus. On se dit, si je n'ai pas mal, si mes enfants vont bien, si j'ai de l'argent, alors je serai heureux. La vérité brutale, c'est que la vieillesse apporte son lot de douleurs, de deuil, d'inconfort. Si vous attendez que toutes les conditions soient parfaites pour être heureux, vous ne le serez jamais. Le corps grince, le monde devient parfois incompréhensible, parfois effrayant. La tentation naturelle, c'est la plainte, c'est le repli, c'est de dire c'était mieux avant. C'est de laisser l'amertume coloniser notre esprit comme une mauvaise herbe. L'amertume pousse toute seule, sans effort. Le bonheur lui demande un jardinier. Le bonheur au grand âge est une décision. C'est un acte de résistance, c'est une discipline spirituelle quotidienne, c'est se lever le matin et décider, délibérément, de chercher ce qui va bien. C'est entraîner son cerveau, comme on entraîne un muscle, à repérer la beauté au milieu du chaos. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la lucidité courageuse. Boris Cyrulnik parle souvent de cette capacité à tricoter sa résilience. C'est exactement ça. Il faut tricoter chaque jour les petits moments de joie pour en faire une couverture qui nous tient chaud. Une fleur qui pousse, un appel téléphonique, un bon livre, un rayon de soleil. Il faut les noter, les célébrer, les amplifier. Il faut aussi savoir dire stop aux pensées toxiques. Quand la machine à broyer du noir se met en route, il faut avoir la discipline de dire non. Je ne vais pas là-dedans. Il faut cultiver la gratitude, non pas comme un concept vague, mais comme une hygiène mentale. Merci pour ce repas, merci pour toi.
Merci pour ce souvenir. Cette discipline, c'est aussi celle de l'ouverture. Continuez à apprendre. Même si c'est difficile. Apprendre un poème, apprendre une nouvelle recette, apprendre à comprendre comment vivent les jeunes d'aujourd'hui sans les juger. L'esprit qui apprend est un esprit qui ne vieillit pas, ou du moins qui ne se fiche pas. Le bonheur est un combat noble, silencieux, invisible. C'est le refus de laisser la tristesse avoir le dernier mot. C'est décider que malgré les pertes, malgré les douleurs, la vie reste un cadeau digne d'être honoré jusqu'au bout. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus beau, rien de plus inspirant qu'un visage âgé qui sourit avec sincérité. Ce sourire-là n'est pas l'innocence de l'enfant qui ne sait pas. C'est la victoire du sage qui sait tout, qui a tout vu et qui choisit quand même la lumière. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des 6 vérités. Vous les avez entendues, le deuil de la performance, la purification du lien social, la réécriture de l'histoire, la perte du statut, l'urgence de l'instant et le bonheur comme discipline. Mais les entendre ne suffit pas. Les comprendre intellectuellement ne suffit pas. Le véritable défi, c'est de les intégrer, de les faire descendre de la tête jusqu'au cœur, là où se logent nos peurs et nos espoirs. Il y a une nuance capitale que je dois souligner maintenant. Il ne faut surtout pas confondre l'acceptation avec la résignation. La résignation, c'est s'asseoir au bord de la route, baisser la tête et attendre que la nuit tombe en se disant « c'est fini ». La résignation est triste, elle est grise, elle est passive. L'acceptation dont nous parlons, celle qui mène à la résilience, est une force active. C'est une dynamique vibrante. Accepter, c'est regarder la vague arriver, comprendre qu'on ne peut pas l'arrêter, et décider de surfer dessus plutôt que de se laisser noyer. C'est utiliser la force de l'adversité pour avancer autrement. Quand vous acceptez ces vérités brutales, vous ne devenez pas un vieillard vaincu, vous devenez un sage invincible. Invincible, non pas parce que vous ne pouvez pas être blessé, mais parce que vous ne pouvez plus être déçu. Vous avez ajusté vos attentes à la réalité, vous avez troqué l'illusion contre la vérité, et la vérité est toujours un seul, plus solide pour construire sa maison. Pensez à ce concept merveilleux du kintsugi japonais, cet art de réparer les poteries brisées avec de l'or. La vieillesse, c'est exactement cela. Nous sommes tous des vases fêlés par la vie, par les épreuves, par le temps. La société voudrait cacher ses fêlures, nous faire croire qu'il faut rester lisse et neuf. Mais la philosophie de la résilience nous dit le contraire. Soulignez vos failles avec de l'or. Vos rides sont les lignes de votre survie. Vos douleurs sont les témoins de votre endurance. Votre solitude choisie est la preuve de votre indépendance d'esprit. En acceptant ces vérités, vous versez de l'or dans vos blessures. Vous devenez plus précieux, précisément parce que vous avez vécu, parce que vous avez rompu et que vous vous êtes réparé. Il y a aussi une dimension altruiste à ce travail intérieur. Si vous faites ce chemin, si vous acceptez de vieillir heureux malgré la brutalité du réel, vous offrez un cadeau inestimable aux générations qui suivent. Les jeunes nous regardent, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de vieillir. Si nous leur montrons l'image de vieillards amers, aigris, plaintifs, nous leur confirmons que la vie est une tragédie qui finit mal. Nous leur volons leur espoir. Mais si, au contraire, ils voient en nous une sérénité rayonnante, s'ils voient que l'on peut avoir des cheveux blancs, marcher lentement, et pourtant avoir l'œil qui brille de malice et de gratitude, alors nous leur donnons la foi en l'avenir. Nous devenons des tuteurs de résilience. Votre bonheur n'est pas une affaire privée, c'est une responsabilité publique. Vous avez le devoir d'être heureux pour montrer que c'est possible, pour montrer que l'hiver de la vie n'est pas la mort de la lumière, mais le moment où les étoiles brillent le plus fort parce que le ciel est plus sombre. Ce chemin vers la sérénité demande de l'humilité. Il faut accepter d'être vulnérable,